Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle émission des tables rondes des experts de risque Intel, ce soir en partenariat avec Intel vPro. Nous allons parler d'une thématique qui est celle de la cybersécurité et du télétravail et plus particulièrement du risque cyber lorsqu'on fait du télétravail. C'est d'ailleurs une thématique qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, mais avant de commencer notre débat, on va commencer par présenter les experts qui sont venus aujourd'hui débattre avec nous et je vais commencer par vous, Chauvet, Claude Chauvet. Oui, bonjour Claude Chauvet, merci Yasmine, très content, ravi d'être parmi vous. Donc mon rôle, je suis consultant technique pour Intel France et en fait ma mission est double. La première, c'est de m'assurer que toutes les technologies qui sont présentes dans le silicium Intel, généralement des technologies orientées entreprise pour la sécurité, pour l'administration à distance, donc qui sont présentes dans le silicium. Mon rôle est de m'assurer qu'elles sont employées, qu'elles sont bien employées et qu'elles répondent, qu'elles créent de la valeur en fait pour les clients entreprises. Mon rôle, c'est vraiment sur le poste client en entreprise. Et c'est celui qui a eu le plus d'évolution ces dernières années. Et donc, c'est très important d'arriver à suivre. La deuxième partie de mon rôle, qui est très importante aussi, c'est justement de m'assurer que le silicium Intel, les semi-conducteurs Intel, pourront continuer à répondre aux usages tels qu'ils se développent, tels qu'ils évoluent dans l'entreprise. On voit beaucoup de changements, donc sur le télétravail, mais pas que, sur l'intelligence artificielle, etc. Et donc, ça fait partie aussi de ma mission pour s'assurer que génération après génération, on continue à proposer des composants qui ont toute leur place dans l'entreprise. Merci beaucoup. Éric Alardet. Oui, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Éric Alardet, je suis le RSSI de Yogosha. Yogosha est très connu dans le milieu de la sécurité offensive parce qu'elle met en relation des chercheurs, des experts, des hackers éthiques avec des entreprises qui ont besoin d'améliorer leur sécurité. Donc ces chercheurs trouvent des vulnérabilités, l'entreprise les corrige et on fait tout ça à travers une plateforme très sécurisée d'intermédiation. Voilà. Merci. Pierre Delesque. Bonjour à tous, Pierre Delesque. Donc moi, je suis expert en cybersécurité dans un grand groupe industriel français. Et du coup, avec mes équipes, on intervient dans la sécurisation d'un certain nombre de devices qui vont servir à différentes choses, notamment à travailler à distance sur certains sujets ou d'autres. Et Laurent Salerier. Bonsoir, donc Laurent Salerier d'Orange Cyberdéfense. Alors Orange Cyberdéfense, c'est un leader européen de services de cybersécurité et on accompagne pas loin de 10 000 clients, entreprises, et ça va de la petite PME jusqu'au très grand groupe international et on leur propose l'ensemble des services nécessaires pour qu'ils soient sécurisés. Donc voilà notre mission chez Orange Cyberdéfense. Bien, écoutez, merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous êtes content d'être là? Mais bien sûr. Absolument. Parfait, ça commence bien. Alors, on a déjà pas mal de personnes à distance. Lorsqu'on a voulu préparer cette thématique, donc qui est celle de la cybersécurité et du télétravail, comme pour toutes nos émissions, on fait de la promotion sur les réseaux sociaux, on essaye de parler de ce sujet et de voir un peu la réaction du public. Et on a été un petit peu étonnés puisque finalement, on a vu qu'il y avait une réaction quand même qui était très forte entre ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, avec une forte tendance pour le télétravail. Et ça nous a mené aussi à creuser pour trouver des chiffres autour de ce sujet-là. Déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ou est-ce que les réactions qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que vous avez trouvé naturel? Vous y attendiez un petit peu avec un thème comme la cybersécurité et le télétravail? À titre personnel, je me suis dit, on se replonge 3 ans en avant. Le télétravail, maintenant, c'est quasiment quelque chose d'admis. Et puis finalement, non, pas encore complètement. Et d'ailleurs, on peut voir aux États-Unis, mais même dans certaines entreprises françaises qui étaient en full télétravail, maintenant, ils reviennent aussi en présentiel. Alors, il y a certains côtés numériques, on va en parler, mais il y a aussi le côté humain, le côté managérial. Donc, en fait, la question, au final, du présentiel ou du télétravail, elle est loin d'être tranchée et j'ai l'impression que les équilibres sont assez dynamiques. Et bien justement, on va pouvoir en parler et regarder. Alors pour préparer cette table ronde, j'avais regardé quelques chiffres et je voulais partager un chiffre avec vous et surtout avoir votre avis dessus. Donc il y a une étude d'IBM qui est sortie en 2023 sur le coût des violations de données qui a été estimé à 4,4 millions de dollars. Et le chiffre qui est ressorti, moi, par rapport à cette émission, c'est que 173 000 dollars supérieurs lorsque l'entreprise a mis en place du télétravail. Est-ce que c'est un chiffre, vous, qui vous étonne, Claude ? C'est un chiffre qui ne m'étonne pas spécialement. Et personnellement, j'avais voté oui pour le télétravail. C'est vrai. En fait, non, je pense que le télétravail est une grande force. Et il y a des risques, c'est sûr. Il y a des risques supplémentaires. Il y a une surface d'attaque qui est augmentée. Il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas,
quand la personne est sur son bureau chez elle plutôt que dans le bâtiment avec ses collègues, sur un réseau sécurisé. Mais on constate quand même que le surcoût, le surrisque, en fait, sur le coût d'une attaque, c'est même pas 3%, donc c'est quand même très minime. Une attaque, c'est quelque chose de grave, c'est sûr, mais c'est plutôt rassurant de se rendre compte que le côté télétravail, finalement, ne vient pas énormément plomber l'addition. Vous en pensez quoi, vous? Moi, ce que je rajouterais là-dessus, c'est que ce qui est toujours important de se poser comme question quand on parle de cybersécurité, c'est l'information qu'on a à protéger. Et de façon globale, quand on va voir ce sujet-là, la question est, pour cette espèce de 2% on va dire, de primes supplémentaires, c'est quoi ces informations qui ont pu être violées? Et du coup, la question du télétravail va plus dans la question philosophique de est-ce qu'on est capable de protéger réellement l'information quand à l'extérieur, mais est-ce qu'on lui fait courir un risque vraiment supplémentaire en la transportant et en l'amenant chez nous? Et je pense que c'est des sujets qui, moi, enfin voilà, le chiffre ne m'étonne pas plus que ça, mais entre guillemets, il faudrait voir un peu plus dans le détail, ça manque un peu de finesse pour moi d'analyse. Moi, je pense qu'il a dû quand même un peu galérer pour trouver une entreprise où il n'y a pas du tout de télétravail. Ah, moi, j'en ai connu. Avant le Covid, il y en avait. Hein. J'en ai connu à l'époque. Moi aussi, mais aujourd'hui, rares vraiment sont les entreprises qui ne sont absolument pas en télétravail. Et d'ailleurs, lorsque vous répondez à des mails professionnels sur votre portable en transport ou quoi que ce soit, vous êtes un peu en télétravail. Vous êtes à distance. Vous êtes à distance. Donc en fait, je crois que c'est complètement la norme. Après, moi, la vue de cette statistique, je me suis dit, en fait, c'est assez cohérent que ce soit un petit peu plus onéreux, parce que, comme tu le disais, Claude, il y a une surface d'attaque qui est un peu plus importante, et donc les coûts d'investigation pour ensuite remédier à l'attaque sont légèrement plus importants lorsqu'il y a une surface d'attaque plus importante, et donc une architecture plus complexe. Toute la question aussi d'évaluer le risque. Vraiment, est-ce qu'on a un rapport coût-bénéfice qui est intéressant? Parce que c'est vrai que le télétravail, c'est certainement un facteur aggravant dans certaines situations, mais si en compensation, on a des coûts structurels qui sont diminués ou que les personnes sont plus efficaces, sont mieux dans leur façon de travailler, si ça correspond plus à leurs aspirations, dans des secteurs très tendus en plus comme le numérique, ça peut quand même représenter un bénéfice supérieur au coût. Donc voilà. Alors, Un transfert de coûts, quoi. Évaluation de l'immobilier vers le numérique. Enfin, entre autres, l'immobilier. Je comprends effectivement donc, que c'est quelque part un chiffre qui saute un peu aux yeux, mais qui reste marginal par rapport au coût d'une cyberattaque. Mais avant de commencer vraiment cette table ronde, est-ce que vraiment la cybersécurité, le télétravail, ou le télétravail dans la cybersécurité est un facteur aggravant? Est-ce qu'il y a déjà, j'ai envie de dire, un espace pour pouvoir parler de cette thématique? Est-ce que ça aggrave un petit peu ou pas du tout aujourd'hui? Est-ce que c'est juste une question d'imaginaire? Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est le sujet, pour moi, on a toujours eu le problématique qu'on disait, entre guillemets, du road warrior, donc la personne qui, enfin, on a tous des devices dans notre poche, on a nos téléphones pro, enfin nos mails pro, on a un ordinateur où on peut travailler, il y a des gens qui pratiquent le télétravail, qui avant juste avaient leur ordinateur portable et travaillaient le soir à la maison en rentrant du bureau, donc du coup, est-ce qu'on parle de télétravail, de travail à distance, juste le fait de sortir quelque part cette donnée du cadre stricto sensu de, on va dire, la clôture d'une entreprise? Est-ce que c'est ça qui fait prendre un risque supérieur à la donnée? Les sujets se valent, et il y a des contextes, il y a des cas d'emploi, et je pense qu'il faut plutôt travailler sur ces contextes et ces cas d'emploi que sur réellement le risque qu'amène le télétravail en plus. Pour moi, il n'amène pas plus de risque que le fait de fournir des moyens de communication modernes à l'ensemble des équipes. On peut développer un tout petit peu justement dans les pourquoi le facteur est un peu aggravant. Hein. C'est vrai que l'environnement de télétravail, déjà c'est un facteur. À domicile ou ailleurs, il est généralement moins maîtrisé qu'une entreprise. D'ailleurs, des fois, on se pose la question, on se dit, ouais, une entreprise, j'ai un badge, il y a des caméras de surveillance, etc. Puis chez moi, il n'y a rien du tout et je fais le même travail. Donc après, il faut vraiment faire une différence dans les usages. Quelqu'un qui a une fonction très sensible ne fera peut-être pas de télétravail, alors que dans la même entreprise, quelqu'un qui a une fonction moins sensible pourra en faire. Ça, c'est tout le résultat de l'analyse de risque. Et puis, l'environnement, donc, il est source de menaces. L'environnement en télétravail, on peut... alors déjà, il y a l'atteinte physique. On peut carrément aller vous demander des informations, si vous êtes chez vous, plus facilement que dans une entreprise, en particulier si vous êtes ciblé.
Quelqu'un qui voudrait implanter un ransomware dans une entreprise en passant par quelqu'un, en passant par un salarié chez lui, bon, il essaiera de s'introduire. Il pourrait éventuellement, s'il est vraiment motivé, il pourrait plus facilement le faire que s'il fallait vraiment rentrer dans l'entreprise, sans parler d'opérations à distance. Le vol de matériel, bien sûr, est peut-être plus facile à domicile que dans une entreprise. Donc, on est toujours sur ces menaces. Et un vol de matériel, c'est non seulement peut-être voler des informations, mais aussi attenter à la disponibilité. Parce que le temps de remplacer votre matériel, si vous êtes à l'autre bout de la France en télétravail, non seulement les données sont volées, mais en plus, vous ne pouvez pas travailler pendant quelques jours. Le temps de tout reconfigurer. Donc, en fait, on a donc un environnement, des menaces, et puis derrière ça, des moyens de réduire ces risques à travers des mesures qu'on abordera peut-être au fur et à mesure des autres questions, mais des mesures qui sont parfois très efficaces pour accepter le télétravail. À distance, on a un public qui est mitigé, puisqu'on parle d'équilibre. Moi, je revois ce mot-là qui revient, donc je reprends notamment Patrice et Mourad qui parlent. Il faudrait chercher un équilibre. Les entreprises poussant les salariés à revenir au bureau sont simplement en train de les pousser à regarder ailleurs. La vraie bonne approche est de gérer les risques occasionnés par le télétravail. Le zéro trust en fait partie. On a un public qui est mitigé, on veut garder un petit peu le télétravail. Alors nous, on a posé la question justement à l'écosystème de la cybersécurité, puisqu'on a eu un peu plus de 800 réponses, et on a demandé, faut-il en finir avec le télétravail pour préserver la cybersécurité des entreprises? Et je vous laisse regarder les chiffres, donc on a 70% non, on tient à notre télétravail, 6% oui, on a toujours des petits chiffres comme ça, et 24% ça dépend. Donc moi, j'aimerais déjà vous demander dans un premier temps, est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain? Je pense pas. En fait, on est dans une révolution numérique. Alors, ce terme est un peu galvaudé depuis longtemps, mais derrière chaque révolution, il y a une quête de liberté. Et notamment pouvoir travailler d'où on veut, avec les outils qu'on veut et compagnie. Et derrière cette quête de liberté, elle doit être accompagnée de sécurité. Il n'y a pas de liberté sans sécurité. Et donc, je pense que ce qui est intéressant là, c'est que tout le monde veut de la liberté, à part les 6%. Néanmoins, il y a certaines contraintes, et c'est les gens des 24% qui l'ont bien compris, et on ne peut pas tout faire en télétravail. Quelques exemples, lorsque on travaille dans un opérateur d'importance vitale, pour se connecter au système d'information d'importance vitale, on ne le fait pas en télétravail. On est connecté avec un laptop qui est maîtrisé sur le réseau de l'entreprise, protégé par un certain nombre de barrières physiques et digitales. Donc voilà, il y a des choses qu'on ne va pas basculer en télétravail. Après, tout le reste, ça s'étudie. Ça s'étudie pour avoir le juste niveau de sécurité. Et ce que disait votre internaute, Mourad, ce qu'il disait, c'est que effectivement, si on se ferme trop, on pousse les gens à la démission. À changer. Ouais. Personne ne veut abandonner. Ça. J'avais vu un commentaire justement sous ce post de quelqu'un qui disait, si on me demande, alors, une personne qui était entièrement en télétravail et qui disait, si on me demande demain de revenir au bureau, je changerai de filière. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement aussi été habitué au télétravail que c'est compliqué de revoir ce mode de travail. Alors, on peut trouver un équilibre, mais revenir à des sociétés, parce qu'il y en avait, on disait ça au départ, il y avait des sociétés qui interdisaient complètement le télétravail. Ça n'existait pas chez eux avant d'arriver, justement, avant la pandémie. Aujourd'hui, on ne pourrait plus revenir à cette situation-là. C'est soit un équilibre, soit du full remote, mais je ne vois pas aujourd'hui d'entreprises qui pourraient garder leur talent en enlevant le télétravail entièrement. Mais je ne vois pas aussi d'entreprises qui continueront dans la durée en full remote. Ouais. Ah ouais. Parce qu'on s'aperçoit, notamment pour former les jeunes, transmettre, échanger, être créatif, en full télétravail. Moi, j'ai des équipes qui sont dans 14 pays différents. Heureusement qu'on arrive à se revoir physiquement de temps en temps. Justement, quelqu'un avait rebondi sur ce que vous disiez par rapport au lien social. Il disait parfois les conversations qu'on peut avoir autour d'une machine à café peuvent avancer certains projets. Claude, vous en pensez quoi, vous, justement ? Alors, ne jetons surtout pas le bébé avec l'eau du vin. J'ai perçu aussi ces dernières années des changements assez radicaux sur d'abord tout le monde en télétravail, et puis finalement il va falloir revenir un petit peu, et puis il va falloir revenir beaucoup, et puis donc il y a des décisions qui se prennent qui ne sont pas toutes liées à la sécurité, mais beaucoup au social, justement au rôle social de la machine à café et de la coopération physique quand on peut rencontrer les collègues.
C'est pas le même type de travail, je veux dire. Quand on est dans les bâtiments, effectivement, on fait avancer les projets pas de la même façon. Et très souvent, ça peut être très très efficace, mais ce qu'on avait prévu de faire ce jour-là, on l'aurait fait très bien si on avait été en télétravail, et il n'y a rien qu'à avancer parce qu'on a travaillé sur d'autres choses. Donc je pense qu'il y a effectivement un mélange assez subtil, assez savant, et que les deux sont très bénéfiques. D'avoir un mélange des deux est très bénéfique. Aujourd'hui, le télétravail est clairement devenu à la fois un critère de choix de l'emploi auquel on postule. Ça, c'est une question quasi indispensable. Est-ce que vous avez pensé au télétravail? Qu'est-ce que vous proposez comme télétravail? J'ai entendu maintes fois, effectivement, des gens qui disent si on me remet à devoir aller au bureau, aux horaires de bureau tous les jours, je quitte mon emploi. Ça, c'est quelque chose que j'ai très souvent entendu. Sur le côté... sur l'IT, sur la partie DSI, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui relève du contrôle. On a besoin de pouvoir contrôler ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est ça, finalement, l'enabler, ce qui nous permet d'aller de plus en plus vers le télétravail, ou en tout cas de laisser cette possibilité, c'est d'arriver à étendre le contrôle qu'on peut avoir quand on est à l'intérieur d'un bâtiment un périmètre bien déterminé, avec les protections bien connues sur le réseau, et d'étendre ce contrôle-là à ce qui se passe chez un particulier, derrière sa box, sur son bureau. D'ailleurs, il y avait une chose qui était très intéressante. Effectivement, c'est beaucoup plus facile de cibler quelqu'un et éventuellement d'attaquer quelqu'un pour aller lui voler son portable, par exemple, quand il est chez lui, quand on sait qu'il est chez lui, non pas derrière un accueil avec des gardes, avec un badge, etc. Mais c'est aussi beaucoup plus facile de dérober l'ordinateur de quelqu'un quand il est dans les transports en commun, en se rendant à son lieu de travail. Donc là aussi, trouvons la bonne dose. S'il ne télétravaille pas, il n'a pas à se déplacer avec son matériel non plus. Enfin, bon, Oui, sauf s'il télétravaille. s'il est en télétravail entièrement, il ne sort jamais. Ou alors c'est un mix en présentiel et puis un peu de travail non connecté peut-être à la maison, effectivement. Mais justement, un équilibre, quelque part, ce qu'on répète. Ouais. De toute façon, je pense qu'on finira toujours avec cette approche d'équilibre. C'est ce qui permet justement d'avoir un peu le meilleur des deux mondes. Moi, ce qui m'a étonnée, c'est la question que je me suis posée, et du coup, je voulais vous la poser. Quand j'ai regardé les chiffres, j'ai compris les non, c'est les managers. J'ai compris les oui, c'est des 70%, mais j'ai pas compris le ça dépend, 24%. Mais alors là-dessus, moi, je trouve qu'il faut recentrer. La question posée, c'est est-ce qu'il faut en finir avec le télétravail pour préserver la cybersécurité? Et effectivement, souvent, en fait, il y a une espèce de position un peu globale sur le télétravail en disant ce qu'il faut arrêter. Le télétravail, il y a beaucoup de sujets là-dessus, il y a beaucoup d'études en ce moment. Aujourd'hui, en fait, je pense qu'effectivement, la réponse la plus logique, c'est non. Et je pense que les 24% de ça dépend sont plus, oui, si on me donne une vraie raison qui me dit un peu la partie OIV d'un côté ou une partie de mon travail que je ne peux pas faire à distance, parce qu'elle demande d'accéder à de l'information qui n'a pas le droit de sortir des murs d'entreprise pour x, y raison, parce qu'elle est confidentielle pour le fonctionnement de l'entreprise, stratégique ou autre. Oui, du coup, les salariés, je pense, et tout le monde, on est tous capables de comprendre qu'on doit retourner au travail, gérer cette information. Donc là-dessus, pour moi, dire que la cybersécurité va mettre fin au télétravail, je pense que le débat est même pas là. C'est aujourd'hui, on doit apprendre à vivre avec. On a des outils qui sont de plus en plus cloud, connectés, etc. Et de ces sujets, le télétravail est une réalité. On a ce qui doit être fait avec. Et ça dépend est plutôt de dire, est-ce que, effectivement, dans mon analyse de risque, dans mon analyse de valeur de la donnée de l'entreprise, je suis capable d'identifier très clairement ce qui n'a pas le droit d'être traité hors des murs de l'entreprise parce que je dois avoir un traitement particulier de cette information. Typiquement, un exemple, le ministère des Armées, de l'information secrète, vous la traitez sur place, dans une zone protégée, et de l'information moins importante, enfin sensible ou moins importante, vous pouvez la traiter en télétravail avec un device bien protégé. C'est l'illustration, tout à fait. Ouais. Sans Wi-Fi. Parce que ça aussi fait partie des échanges, entre guillemets. On a décidé que quand on voulait avoir accès à certains types de données très sécurisées, c'est sur un device qui n'a pas de Wi-Fi et qui sera forcément câblé, parce qu'on considère qu'on a plus de contrôle sur un réseau câblé. C'est peut-être... Après, il y a plein de mesures techniques, effectivement, qu'on peut graduer comme ça, en fonction
la sensibilité de la formation, c'est vrai. Ouais. Mais- Plein de chiffrer le portable, évidemment, pareil, c'est vraiment une mesure de base que si on se le fait voler, les données ne sont pas impactées. Ouais, sur les, juste 2 chiffres qui peuvent être intéressants. Sur les 100 000 incidents qu'on a traités chez Orange Cyberdéfense l'année dernière, on avait de l'ordre de 20% de ces incidents qui étaient liés à des attaques sur le poste utilisateur. Hein. Et ce poste utilisateur, lorsqu'on est en télétravail, il est davantage exposé. Donc il faut prendre des mesures pour sécuriser, on va en parler après, mais pour sécuriser ce poste utilisateur. Et deuxième chose, c'est qu'on s'est aperçu que dans 75% des 100 000 incidents qu'on a traités, il y avait un moment ou à un autre l'utilisateur qui était dans ce qu'on appelle la kill chain, dans la chaîne d'attaque. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, l'utilisateur, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, consciemment ou inconsciemment. Il a téléchargé sur son poste de travail un jeu qui a l'air très sympa et gratuit, mais qui a introduit un malware qui a pompé une partie des données. On a eu un cas il n'y a pas très longtemps, c'est intéressant, quelqu'un qui travaille au marketing et qui avait vu sur Internet un petit plugin intéressant qui lui permettait d'avoir des super belles statistiques à partir de Salesforce. Salesforce, c'est un Customer Resource Management qui permet de gérer votre base client. Bon ben, il a téléchargé ça sur son ordinateur, il a accepté toutes les conditions sans les lire, et au moment où ça a été installé, eh ben, l'ensemble de la base de données client a été exfiltré. Donc, vous voyez, ces 2 aspects qui sont importants, exposer le matériel directement sur Internet lorsque vous êtes en télétravail, et en particulier à votre poste utilisateur. Et puis, deuxième chose, attention, lorsqu'on est tout seul, lorsqu'on utilise ce poste pour des usages non autorisés ou pour des usages personnels, eh ben, on augmente la surface d'attaque. Tu vois, Laurent, moi, je vais te répondre à ça. Est-ce que quelque part, c'est un problème qui est lié au télétravail ou est-ce que c'est pas lié finalement à la politique interne de l'entreprise? Puisque normalement, si on a une bonne politique qui est bien faite, on a un ensemble d'outils qui sont blacklistés et qu'on ne peut pas télécharger sur l'ordinateur. Donc là, moi, je me dis, mais pourquoi déjà, dans une première étape, le collaborateur a pu la télécharger? Normalement, elle aurait dû être sur une blacklist. Elle aurait pu, elle aurait dû. Elle n'y était pas. Visiblement, elle n'y était pas. 2 éléments de réponse à ça. 1, pour blacklister de manière pertinente, il faut avoir une base de threat intelligence qui soit continuellement mise à jour et qui soit extrêmement riche. Et deuxième chose, c'est effectivement, c'est bien de faire des politiques et compagnie. Après, il faut que les gens les lisent et les appliquent. Hein. Et donc, c'est pour ça, le travail de sensibilisation, c'est permanent. Hein. Et la sensibilisation, c'est notamment apprendre ce qui est autorisé et pas. Alors justement, il y avait un internaute qui disait quelque chose que je trouvais plutôt pertinent. Voilà, pour les postes permettant le télétravail, il serait intéressant de chiffrer le coût des locaux versus le coût de la sécurisation et de voir qu'est-ce qui est le plus intéressant, allouer son budget sur la sécurisation de son système d'information, quitte à mettre un budget beaucoup plus important que celui qu'on a l'habitude de mettre, et peut-être lâcher ou en tout cas laisser certains biens immobiliers qui, on le sait très bien aujourd'hui, coûtent très cher. D'ailleurs, justement, quand tu en parlais tout à l'heure, Laurent, ce qui s'est passé, c'est qu'il me semble qu'il y a eu une première vague où tout le monde s'est dit c'est très bien le télétravail parce que ça va nous permettre de faire, voilà, on va économiser un petit peu sur certaines dépenses, et puis comme tu le dis, aujourd'hui, les gens reviennent parce qu'il y a un lien social. Hein. Mais il y avait cette question aussi de coût au départ. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut être pertinent de chiffrer ça? Oui, à peu près. Nous, on avait estimé une entreprise qui a un bon niveau de sécurité, il investit 500 € par mois et par utilisateur dans sa cybersécurité. D'accord. Donc après, combien coûte un poste de travail dans une entreprise? Je dirais, ça dépend. À la Défense, c'est beaucoup plus cher qu'au fin fond de la campagne, mais c'est certainement plus cher. Donc je pense que il y a un bénéfice quand même au télétravail qui est significatif en termes de coût. Oui. C'est une comparaison qui, pour moi, est un peu biaisée parce que le coût du bureau, on ne peut pas le mettre juste en comparaison avec le coût du matériel pour travailler chez soi, parce qu'on sait bien que les risques liés au télétravail, ça peut être l'isolement professionnel, ça peut être le stress, ça peut être le burn-out. Si la personne est mal dans sa tête, elle va être plus enclin à faire des erreurs, à ne pas respecter la politique de sécurité, à vouloir
à faire prendre des risques à son entreprise, en fait. Donc voilà, il faut aussi prendre en compte le fait que le bureau a quelque chose de bienfaisant pour les gens, pour se retrouver, la machine à café, également travailler les réunions en présentiel. Et surtout sur le parti du coût du matériel, le coût des différents sujets, sur la façon d'allouer les coûts, on va peut-être pas mettre le système de défense au même endroit. C'est-à-dire qu'effectivement, sur la partie, si on prend en entreprise avec son grillage, etc., enfin voilà, son badge, etc., on va voir la même chose d'un point de vue informatique, c'est de dire, finalement, est-ce qu'on ne viendrait pas tous, chacun avec la bonne grosse tour au bureau, l'écran qu'on ne peut pas transporter, le tout cadenassé, vissé, puis c'est sur un réseau, et on a mis un beau portail autour pour gérer. Et en fait, ce qui est intéressant dans l'exemple que tu donnais juste avant, c'est de savoir, effectivement, est-ce que ce plugin qu'il a téléchargé en télétravail, est-ce qu'il n'aurait pas pu le télécharger au niveau de l'intérieur d'entreprise parce que peut-être que le proxy ou le firewall ou le système l'aurait empêché, mais est-ce que c'est la réalité? Et aujourd'hui, est-ce que c'est aussi une question que les entreprises doivent se poser, de savoir comment le RSI doit évoluer pour aller potentiellement vers plus une protection très rapprochée du système d'information personnel de l'utilisateur et en utilisant des services aussi qui sont pour gérer cette sécurité extrêmement rapprochée qu'on peut avoir. Et par contre, effectivement, ça ne répond pour moi pas du tout à la question de ce que tu disais, l'isolement et tout ce qu'il y a autour. Là, on parle vraiment de sécurité. Oui, voilà. Mais ça fait partie des sujets. Par contre, je pense qu'il y a un cas qui est très intéressant, c'est de se dire, si je suis en télétravail, si je suis tout seul chez moi, est-ce que finalement la pression que je peux avoir des collègues, la pression sociale, entre guillemets, je mets énormément de guillemets autour de ça, m'incite peut-être à avoir un comportement moins à risque que quand je suis tout seul à la maison en me disant, pourquoi pas, je cliquerai sur ce fameux plugin. Ça, c'est quelque chose de très très fort à mon avis, parce qu'effectivement, le comportement qu'on a chez soi, sur son bureau ou dans son canapé, quand on est dans un mélange des genres, en fait, entre le personnel et le professionnel, mélange des genres qu'on essaye d'éviter à tout prix sur les postes de travail, on l'a dans la tête quand on est en télétravail, et effectivement, on a moins cette contrainte d'aller cliquer sur le mauvais lien ou d'ouvrir le mauvais attachment. Enfin, on n'est pas devant tout le monde. Et donc, il y a un relâchement qui, à mon avis, est très facile à faire, et d'autant plus qu'on va être incité à éventuellement, justement, mélanger la vie pro et la vie familiale ou personnelle, et on sera moins diligent sur ce qu'on va faire, effectivement, avec son poste de travail, et on va se mettre à appliquer, à avoir les mêmes mauvaises habitudes qu'avec son poste à soi. Ce qui, effectivement, sur les plugins ou sur l'exfiltration des données, sur le facteur humain, généralement, sur les études, je pense que quand il y a une attaque, on voit que le facteur humain est responsable entre 80 et 85% des attaques. Elles sont liées d'abord à un facteur humain, à un mauvais comportement, parce que j'ai pris une clé USB que j'avais trouvée dans le parking, parce que j'ai cliqué sur le mauvais lien. Et ça, quand on est chez soi, à mon avis, on est beaucoup plus relâché par rapport à ça, parce qu'on n'a pas la pression sociale si j'ai cliqué sur quelque chose qui ne va pas, tout de suite, tout le monde va le voir. Tout le monde va le savoir, oui. D'ailleurs, chez nous, on a un petit peu ce genre de tests réguliers qui nous est fait avec du phishing. Quand on est au bureau, on sait ce que ça coûte quand on ouvre ou qu'on clique sur l'URL, où là tout de suite on est bam, 300%. Ça y est, je vais devoir faire mon training pour avoir accès à nouveau aux données. Chez soi, le mélange des genres, la valse hésitation qui se produit, fait qu'à mon avis, on est plus vulnérable aussi. On n'a pas les mêmes sauvegardes que ce qu'on pourrait avoir en milieu professionnel pur. Exactement. Et même si on a signé une charte de télétravail qui précise toutes les mesures de sécurité qu'on doit appliquer chez soi, en réalité, on est sollicité, on est chez soi, il y a la famille qui arrive. Papa, il faut que tu imprimes ce fichier, mon ordinateur est en panne. Voilà, des trucs tout bêtes, mais ça peut arriver à tout le monde. On est sollicité parce qu'on a des livraisons, parce qu'on a le voisin qui sonne, donc on est moins présent sur sa machine, on n'est pas tout seul chez soi parfois. Non, c'est bon, voilà. Donc faut vraiment avoir une discipline, on va dire plus importante que lorsqu'on est dans le milieu professionnel. Et ça, c'est une petite difficulté. Parfois peut se présenter.
Donc finalement, avec le télétravail, la limite vie privée et vie professionnelle devient un petit peu plus floue, plus compliquée finalement quelque part à manager. Alors j'ai une question d'un internaute, Kevin, qui demande dans le cadre, c'était pour revenir à ce que tu disais Laurent, dans le cadre où l'entreprise ne peut pas maîtriser le matériel du télétravail, faut-il alors imposer à celle-ci de répondre à un certain nombre d'exigences en matière de sécurité ou devons-nous nous restreindre à uniquement le guider et le sensibiliser? Je pense que ça revient par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la sensibilisation. Quelque part la question c'est de se demander est-ce qu'on ne devrait pas mettre en place des exigences et des contraintes plutôt que simplement sensibiliser si on doit aujourd'hui avoir du télétravail? Je pense qu'il y a les deux qui sont nécessaires. Il y a effectivement les comportements, les processus et compagnie. Et puis derrière, il y a les solutions technologiques. Alors, deux points clés, c'est un, la maîtrise du post-utilisateur et deux, c'est la maîtrise des flux réseau. Donc sur la maîtrise du post-utilisateur, il y a aujourd'hui des technologies qui sont très performantes, qui s'appellent les EDR, Endpoint Detection and Response. Donc là, on installe un petit agent informatique qui va analyser ce qui se passe sur le poste de travail et qui, s'il voit un comportement anormal, va stopper ce comportement. Par exemple, il voit un début de chiffrement d'un disque ou il voit une exfiltration de données. Là, il va stopper et ça va permettre d'isoler le problème. Et puis, ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, maîtrise des flux réseau. Et alors là, il y a soit le bon vieux VPN et du poste de télétravail, on va se remettre à l'intérieur de l'entreprise et là bénéficier de la sécurité du réseau de l'entreprise. Soit il y a des solutions qu'on appelle aujourd'hui, alors le jargon pour les spécialistes, c'est le SSE, donc c'est le Security Service Edge. Donc c'est des services qui sont dans le cloud. On va se connecter à ces services et là, dans ces services, il va y avoir du filtrage pour éviter d'aller faire les sites dangereux, à la fois en sortie et en entrée, plus des moyens d'authentification. Donc, l'utilisateur, c'est très important. Le post-utilisateur, c'est aussi très important. Et il y a des solutions technologiques pour ça. Et enfin, il y a le réseau qui doit aussi être sécurisé. Alors, j'ai une remarque justement que je trouve intéressante de la part de Stéphane, qui revient carrément sur la définition même du télétravail, puisqu'il dit le télétravail, ou plus précisément le travail à distance, c'est aussi manipuler des données appartenant à l'entreprise dans les transports en commun ou dans les espaces de coworking ou partagés. Et il est vrai finalement que, je ne sais plus qui le disait au départ, on peut très bien aujourd'hui répondre avec son téléphone. Donc quand on est sur le chemin de la maison au bureau, quelque part au télétravail alors que la journée n'a pas commencé, lorsqu'on est en coworking, on est à distance et entouré de personnes qui ne sont pas nécessairement des collaborateurs de notre entreprise. Donc la définition peut-être même du télétravail est à revoir. Finalement, aujourd'hui, à partir du moment où on est connecté continuellement, qu'on a notre téléphone qui est connecté avec notre adresse mail professionnelle, parce qu'on n'est pas tout le temps au télétravail. L'exception, c'est presque d'être au bureau, quoi. Je pense que le télétravail, c'est une définition très précise et c'est un cadre extrêmement précis. C'est-à-dire qu'on va réaliser des tâches. Quand je réponds à mes mails sur mon téléphone professionnel, je vais souvent soit consulter, soit répondre assez rapidement sur des sujets, mais je ne vais pas traiter de la même façon. En fait, le télétravail, pour moi, commence quand on va avoir une confusion entre une confusion volontaire, mais entre des tâches qu'on pourrait faire au bureau et des tâches qu'on pourrait faire dans un environnement, on va dire, non au bureau. Et du coup, effectivement, peut-être que dans un coworking, on se rapproche un petit peu plus, mais dans ce cas-là, ça veut dire que l'entreprise aura pris des dispositions pour que vous puissiez travailler dans ce coworking. Donc, après, voilà, on revient toujours sur la question de la valeur de l'information qu'on va manipuler et sur est-ce qu'on a le droit de la manipuler à l'endroit où on la manipule. C'est ça. Et si le télétravail, ce n'était pas la localisation de l'employé, mais plutôt la localisation des données. Parce que c'est finalement ça. Quand les données sont à l'extérieur, c'est là qu'on commence à parler, pour moi, de télétravail, parce que c'est là qu'on a plus de flexibilité et qu'il y a une sécurisation fatalement à faire et qu'il y a une classification, il y a un travail particulier à faire parce que les données sont sorties du firewall, sont sorties du bâtiment. Donc le télétravail est quelque chose de très bien individuellement pour la personne, mais il faut vraiment se focaliser sur la localisation de la donnée parce que finalement c'est ça qui compte, c'est ça qu'il faut sécuriser. Ou plutôt la localisation de l'accès à la donnée. Parce que c'est vrai qu'on est plus en plus souvent dans le cloud et c'est vrai qu'il y a des entreprises qui travaillent en SaaS en permanence, qu'elles soient dans leurs locaux ou que les gens soient chez eux,
c'est exactement le même matériel en fait. C'est les applications qui sont en télétravail quand elles sont dans le cloud. C'est C'est un peu ça. Non, mais, Ah, mais ça, c'est une question qu'on aura plus tard, justement. Et quelque part, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est la question qui vient à se poser, c'est la question finalement de est-ce que le télétravail implique le BYOD? On me l'a posé celle-là à distance. C'est un vrai sujet et une vraie question. Et je pense que la situation qu'on a connue au moment, il y a 3 ans en arrière, au moment où tout le monde est reparti chez lui, où il a fallu mettre en place très rapidement en disant vous avez un PC à la maison, on va vous envoyer quelque chose pour que vous vous connectiez. Et on s'est retrouvé potentiellement à sécuriser des milliers d'ordinateurs personnels, de sujets qui sont personnels. Je pense que c'est une situation qui aujourd'hui doit potentiellement exister, mais doit s'être beaucoup réduite. Et les gens ont plutôt, là on parle de situations où la personne a un ou plusieurs devices de l'entreprise à disposition qui est dans une question de maîtrise. Et on revient toujours sur la question sur la maîtrise de l'information qui est sur le device. Et maintenant, la question, ça va être de maîtriser, est-ce qu'on a le droit de traiter cette information qu'on a sur notre device dans l'endroit où on le fait? Je pense précisément que le télétravail a tué le BYOD. Parce que c'est effectivement au départ, ça a été la flexibilité. Un peu comme le télétravail a presque tué le VPN. Parce que justement, au confinement, tout le monde s'est mis à utiliser les moyens du bord. Les VPN ont été saturés, sursaturés, et on s'est rendu compte des limitations en fait du système. On a petit à petit, on s'est tourné vers on a plutôt travaillé sur l'authentification. Et puis le BYOD est devenu effectivement un problème parce que cette hétérogénéité du matériel empêchait d'avoir des process qui soient bien rodés de bout en bout et empêchait justement l'IT d'avoir le contrôle dont je parlais. Parce que tout simplement, on ne sait pas si le matériel sera capable de gérer les niveaux de sécurité dont j'ai besoin. Mon EDR, peut-être qu'il ne pourra pas tirer parti justement des fonctions de sécurité avancées du matériel parce que tout simplement elles ne sont pas présentes, parce qu'on est, on est sur un PC de type grand public par exemple et que donc les fonctions n'auront pas été implémentées. L'EDR est un cas qui me plaît beaucoup parce que justement aujourd'hui c'est carrément le processeur qui va être capable. Vu que le processeur, c'est celui qui voit tout passer, il voit exactement les instructions qui sont utilisées, il voit tous les process, il voit les ressources qui sont utilisées, et le processeur lui-même est capable de faire un profilage de ce qu'on lui demande de faire, et de dire, ce process-là, non, c'est pas un process bureautique, et c'est un danger, et c'est lui qui va passer l'information à l'EDR pour lui dire, il faut le stopper. Donc si je ne maîtrise pas en fait les fonctions qui sont disponibles chez l'utilisateur parce que son poste est un BYOD sourcé peut-être un peu n'importe où et peut-être d'ailleurs avec déjà des défaillances et des vulnérabilités dans le sourcing de ce poste-là, ça devient beaucoup plus rationnel et beaucoup plus sécurisant de faire appel à une base de matériel qui soit bien déterminée et dont je sois certain que les technos dont j'ai besoin ont été implémentés dans le silicium par l'intégrateur. C'est d'autant plus important que Windows 11 est 100% basé sur ces niveaux de sécurité matérielle, sur le VBS, sur la virtualisation, sur le Secure Core PC. Si j'achète mon PC en grande surface, jamais je vais pouvoir être compliant, jamais je vais pouvoir répondre aux besoins de ma DSI par rapport à ce qu'elle souhaite implémenter, ce qu'elle veut, ce qu'elle compte, ce qu'elle oblige d'implémenter en termes de sécurité. Donc, pour ça que moi, j'ai vu un gros arrêt du BYOD. Je ne dis pas que c'est général, mais en tout cas, ça a pris du plomb dans l'air. Ça devient très rare, le bring on-device. Notamment, effectivement, comme tu le disais, pour déployer un EDR, on ne va pas le faire sur les équipements d'un particulier. Et pour 2 raisons. Une raison technique, mais aussi une raison juridique. C'est-à-dire que lorsqu'on déploie ce genre de solution, c'est extrêmement intrusif. On voit tout ce qui se passe, on peut retracer tout ce qui s'est passé. Et donc les gens refusent à juste titre qu'on déploie ça sur leur PC privé. Donc cette acceptation de l'EDR, elle est forte et parfois le plus souvent imposée sur le matériel de l'entreprise. Elle est rarement possible sur le matériel personnel. Or, c'est une protection nécessaire. Mais après, si c'est une condition pour télétravailler, après, c'est aux gens de... Il y a des négociations possibles. Voilà. Mais on sent bien quand même le pushback des gens vis-à-vis de l'EDR.
Alors, on a Olivier à distance qui nous a remis la définition juridique du télétravail. Juridiquement, le télétravail est l'extension de l'entreprise dans l'enclave privée selon reconnaissance et modalité de la convention ou de l'accord. Pour le reste, on est sur du nomadisme. Alors, j'ai vu quelques questions que je vais fusionner parce qu'elles parlent un peu de la même thématique, qui est celle de Marc et de Jonas. Donc, Jonas qui pose la question de la cyberassurance. Est-ce qu'aujourd'hui, elle intègre le télétravail comme facteur de risque dans le calcul de la prime d'assurance? Est-ce que si vous avez cette information? Et sinon, la deuxième question de Marc qui pose la question, ne croyez-vous pas que la cybersécurité n'est pas le principal réserve au télétravail? Assurance pour accident du travail chez soi, frontière entre vie privée et vie professionnelle, la solution serait-elle 3 jours au bureau et 2 jours en TT? Après, là-dessus, on revient toujours sur le même sujet, c'est que on parle de cybersécurité et de télétravail, et l'objectif n'est pas de faire le procès ou l'apologie du télétravail. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en bénéficie, c'est quelque chose qui est acquis, il y a des modalités, des sujets. Je pense que c'est acquis dans des contextes, voilà, on revoit notre fameux « ça dépend », il y a des contextes où on ne peut pas télétravailler, il y a des sujets, des données sur lesquels on ne peut pas forcément réaliser du télétravail. Par contre, est-ce que c'est pris dans les assurances? C'est pris, comme on dit que c'est une extension du travail à la maison, pareil, ça va être pour moi intégré de facto dans les primes de cyberassurance. Je ne suis pas suffisamment sachant sur le sujet, mais je ne pense pas qu'un assureur va dire « Ah, vous avez du télétravail, donc je vous donne tant de pourcents de primes d'assurance supplémentaires sur les sujets. » Et après, sur le côté, est-ce qu'il faut qu'on soit tant de jours par semaine en télétravail, tant de jours par semaine chez soi? Après, je pense que ça, c'est plus l'entreprise, le contexte, la façon de travailler, et qui vont dépendre de ça, et surtout des sujets de quels on traite. Hein, je ne pense pas qu'un chauffeur de bus puisse réellement faire du télétravail. C'est un vrai compliqué sujet. Aujourd'hui. Compliqué. Voilà, à part cette blague un petit peu potage sur le sujet, ça va dépendre des sujets que vous traitez, etc. Et je pense que dans tous nos sujets de la tech, il y a des fois, on sait qu'on est sur des sujets extrêmement critiques, extrêmement sensibles, où peut-être que les administrateurs réseau, des gens qui font de l'installation d'équipements, de firewall, etc., oui, il y a une partie qu'ils vont pouvoir faire à distance, il y a une partie qu'ils vont devoir faire dans le data center. Il y a des sujets qu'on peut traiter que depuis une salle spéciale. Il y a des sujets que ça, mais comme ça a toujours existé, en fait. C'est vrai que cette proportion de 2 jours télétravail et 3 jours travaillés sur place, on la retrouve souvent dans les contrats de travail. Enfin, on en entend beaucoup parler. Et on peut se demander pourquoi l'entreprise ne veut pas aller plus loin, mais justement, c'est peut-être pour se dire, voilà, je veux que mes gens gardent une santé un peu mentale, puissent pouvoir se retrouver au moins la moitié du temps et ne s'enferment pas chez eux. Maintenir le lien avec l'entreprise. Voilà, donc et les 2, 3, là, pour répondre à la dernière question, est-ce que 2 ou 3, c'est bien? Bon, c'est ce qu'on trouve assez souvent. 3 et 2, 2, 3, bon, c'est vrai qu'on est près de la moitié, quoi. Alors justement, Marc, il s'avère que la prochaine question va dans le sens de ta question. Alors, il y a une étude de Forrester Consulting qui est sortie en 2022 et qui avait posé la question à 600 professionnels de savoir quelles étaient l'origine en fait, des failles de sécurité qu'ils avaient pu voir sur les 12 derniers mois. Et moi, le chiffre qui m'a un petit peu attiré ou qui a attiré mon regard, c'est celui des 41%, c'est l'exploitation des biens perdus ou volés. Et donc, ça m'a fait réfléchir, je me suis posé la question, finalement, lorsqu'on parle de télétravail, et c'est pour ça que je rebondis par rapport aux commentaires de Marc, on pense beaucoup à la cybersécurité, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres problématiques qui sont liées au fait d'avoir finalement son ordinateur chez soi? Et quand on parle d'exploitation de biens perdus ou de vol, on parle donc d'intrusion physique, j'imagine, ou d'intrusion matérielle, et je voulais avoir votre avis. Est-ce qu'il n'y a que le vol de données lorsqu'on parle du risque lié au télétravail? Non, effectivement, il y a le vol du matériel en lui-même. Et en fait, une politique de sécurité cohérente voudrait que, dès lors que ce risque existe, il soit pris en compte et donc considérer que tous les ordinateurs ou téléphones des salariés peuvent être perdus et seront perdus un jour ou l'autre. Et donc il faut mettre en place des systèmes de chiffrement des données, d'authentification multifacteur pour pas que ce PC puisse être exploité et les données qui sont dessus puissent être exploitées. Donc on en revient à chiffrer les données. C'est extrêmement important, notamment en cas de vol matériel. Ça peut... Bon, tu parlais de l'EDR, il y a aussi le MDM, le Mobile Device Management, qui permet à distance de gérer l'ordinateur, y compris les programmes qui sont installés, donc pour faire une surveillance. Et puis, l'effacer à distance en cas de vol, c'est aussi possible. Voire le suivre à distance pour certains matériels. Bon, voilà,
J'imagine que le salarié ne va pas s'amuser à suivre son ordinateur qui vient d'être volé. Mais bon, lorsqu'on va porter plainte, c'est des éléments qu'on peut apporter. Il y a des solutions effectivement qui existent pour le fait de pouvoir continuer à traquer un ordinateur qui a été volé et garder le contrôle dessus et éventuellement justement faire l'effacement des données parce que au final ce certificat ou cette assurance que la DSI recherche. C'est un peu par ça qu'on a commencé quand on a créé Intel vPro. On a réfléchi en fait aux technologies qui étaient nécessaires à l'entreprise, qui étaient le facteur différenciant entre un poste grand public et un poste qui ait les capacités d'être mis dans une flotte entreprise et de fournir les fonctions dont on avait besoin. Et moi, celle qui m'amuse le plus, c'est justement d'arriver. On a une technologie donc, qui s'appelle AMT, Active Management Technology, qui se retrouve dans chacun des postes vPro. Dès lors que vous avez un poste vPro, vous avez cette technologie qui est présente et vous pouvez l'activer. Et cette technologie a l'avantage d'être résiduelle, c'est-à-dire qu'elle repose sur un firmware qui va contenir vos accès et qui, même si on supprime complètement Windows, on va continuer à pouvoir recevoir des pings de cette machine-là et savoir où elle est, prendre le contrôle dessus, faire un wipe si justement ça n'a pas encore été suffisamment bien fait, et puis bon, perdu, d'accord. Mais le fait que ce soit résident et que un voleur ne pourra pas nécessairement réfléchir qu'il est en train de laisser des traces, parce qu'il ne les verra pas et qu'il est persuadé que juste avoir remplacé le système d'exploitation, ça le garantit contre un suivi, c'est un petit plaisir personnel de me dire qu'on arrive à griller des mauvaises intentions comme ça. Il faut vraiment que le matériel ait de la valeur pour mettre tout ça dedans. Et là-dessus, Non, c'est du commerce. vous l'avez. En fait, c'est pas très cher. Non, vous l'avez dans tous les postes vPro, donc c'est disponible. C'est pas forcément activé parce qu'il faut que l'IT, contrairement aux autres technologies comme la détection d'un ransomware, qui là vous en bénéficiez dès que vous allumez votre poste. Une technologie comme AMT, forcément il faut la configurer, il faut la sécuriser, donc il y a une petite étape de provisioning, d'activation, donc elle n'est pas forcément utilisée, mais quand on l'utilise, on se rend compte que c'est une sacrée puissance où on peut à distance, même quand le PC est sur le bureau du collaborateur chez lui, on peut rentrer dans le BIOS, vérifier les paramètres, que le Secure Boot est bien activé, etc. Donc c'est quelque chose de très très rassurant, justement, quand je parlais du contrôle que l'IT veut conserver, bien sûr avec l'accord de l'utilisateur. Voilà, c'est ça, il y a le sujet quand même données personnelles et protection de la vie personnelle. D'accord, on a Il faut faire un attention. mécanisme de user consent, justement pour pouvoir prouver que l'utilisateur était d'accord. À ce moment-là, quand on a pris le contrôle, il a donné son accord pour qu'on le voit. Bref, donc on a des choses qui sont extrêmement puissantes, qui sont dans le matériel, qui ne sont pas encore forcément très, très utilisées. Nous, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas forcément pour n'importe quel PC, mais par exemple, tous les outils qui sont en salle blanche dans nos usines, les salles blanches, on ne veut jamais y envoyer quelqu'un. Ces postes-là, AMT est activé, permet de prendre un contrôle très très bas niveau, quoi qu'il arrive, et permet de réparer le poste à distance, même faire une remasterisation complète, on peut le faire à distance sans avoir à se déplacer. Alors, ce n'est pas tout à fait le même cas que celui du télétravail, mais on est quand même dans du nomadisme assez poussé, où on veut pouvoir conserver le contrôle du poste en question, et où ça a une énorme valeur, justement, parce que l'IT qui déteste les mauvaises surprises, qui déteste le flou, là, elle sait qu'elle a un contrôle. Elle peut savoir comment envoyer un paquet, comment parler au poste, quel que soit son état. Mais là-dessus, ce qui est intéressant, ce qui serait en fait le corollaire de statistiques qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce qu'il y a une explosion du vol de devices liée au télétravail? Dans les statistiques, j'ai plus les chiffres en tête que je connais, c'est la plupart des vols ont lieu dans les transports en commun, dans les hôtels, dans la voiture ou ce genre de choses qui sont des sujets extrêmement communs. Donc, à part revenir effectivement à la bonne vieille époque, comme je disais tout à l'heure, avec la bonne vieille tour et le PC énorme qu'on ne peut pas transporter, c'est aussi lié à notre facteur de mobilité qu'on a tous aujourd'hui. Et je ne pense pas que ce soit plus lié au télétravail. Enfin, ce qui serait très intéressant, c'est de savoir... c'est plus le nomadisme en tant que tel que le télétravail qui a fait exploser ça. Donc,
juste une chose, on a parlé des risques pour la santé, d'être tout le temps en télétravail, donc de la nécessité de pouvoir rencontrer les collègues. À l'inverse, j'ai vu beaucoup d'études où le télétravail a été perçu comme un facteur de confort et de bien-être intellectuel, de bien-être mental, parce que justement, on arrivait à avoir des façons de travailler différentes, des ambiances différentes, une sorte de paix intérieure. Donc, ça dépend bien sûr de chaque individu, comment il réagit, mais il ne faudrait pas jeter à nouveau l'opprobre sur le télétravail par rapport aux risques psychosociaux, parce que des fois, c'est ce qui a permis d'éviter des burn-out, justement, et pas l'inverse. Et au final, est-ce que les entreprises, elles ont pris aujourd'hui en compte le fait qu'il était important de sensibiliser ses collaborateurs au fait d'être à distance, puisqu'on la pratique tous, on n'arrête pas de le répéter depuis le début de cette émission, on pratique le télétravail. Est-ce que les entreprises mettent à disposition les moyens pour sensibiliser leurs collaborateurs à cette pratique ? Mais comme je disais tout à l'heure, la charte de télétravail, c'est le document de base. Lorsque on met un salarié en télétravail, il la signe. C'est même c'est un document qui peut être engageant, qui est très engageant. Et donc on ne fait pas signer une charte sans l'expliquer, sans faire un peu de sensibilisation à côté pour expliquer vraiment concrètement comment on doit travailler de manière sécurisée. En télétravail, j'ai vu plusieurs chartes passer. La dernière, on avait rajouté attention aux assistants vocaux type Alexa. Vous êtes dans une réunion et vous entendez vous entendez la voix d'Alexa qui vous dit « Je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit ». Donc ça, il faut faire vraiment attention. C'est des petites choses comme ça qui figurent dans les chartes, dans les politiques de sécurité, qui peuvent prêter à sourire, mais tout ça, c'est la sensibilisation. Il faut faire des cas concrets. Effectivement, c'est les règles dans les chartes. Et puis aussi, comme tu disais, c'est les cas concrets. On arrive à convaincre quand on raconte des histoires sur le concurrent, sur le collègue qui a réalisé volontairement ou involontairement telle action et qui a conduit à c'est 4 millions et quelques, c'est ça le coût moyen d'une 4,5 millions. En plus, il était en télétravail, on rajoute 170 000 euros. donc voilà, c'est sans fin en fait qu'il est nécessaire de sensibiliser. Et là, il faut être créatif et je pense que toutes les entreprises essayent de l'être. C'est pas juste lire un document, c'est montrer, faire des petits films. J'ai vu, il y a des startups qui proposent une petite séance avec un casque de réalité virtuelle où vous êtes chez vous en télétravail et puis alors vous avez des petits scénarios avec un mail qui arrive, avec le mot de passe qui est sur un post-it sur le PC. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses comme ça assez marrantes pour trouver des manières un peu ludiques de sensibiliser. Vous avez le MOOC de l'Annecy qui est très bien fait pour ça. Pas le plus ludique, mais il est bien. Il est un peu long, mais on me l'a dit plusieurs fois. Mais en fait, il est très bien fait. J'ai déjà vu énormément de créativité de la part des équipes IT, justement sur les phishing simulés, ou bien même, tout bêtement, mais j'y avais même pas pensé, mais ils placardaient des affiches, participer à tel voyage, ou etc., avec un QR code. Parce que finalement, l'email que vous allez recevoir, qui aura été filtré, et on essaie de vous faire cliquer sur une URL, avec le QR code, l'URL, vous l'avez là, extrêmement proche. Et donc, et après, bien sûr, il y avait la publication de tous ceux qui s'étaient fait avoir, et qui avaient flashé le QR code et qui s'étaient connectés. Et ce facteur-là, comme chez nous, quand quelqu'un... dans l'open space, a cliqué sur le lien, sur le phishing simulé, le côté hilar d'avoir tous les collègues, ah ça y est, tu vas te taper le training, c'est quelque chose qui est très fort et qui apprend beaucoup, ce qui fait mal à l'ego parfois, mais c'est bon, il y a une émulation aussi, voilà, faut pas se faire avoir, et puis là c'est un jeu, mais des fois c'est pas un jeu, donc le QR code que là tu auras flashé parce que tu as vu une affiche sympa à la cafette. Est-ce que tu l'aurais fait si c'était sur un feu rouge, là où tu passes, devant lequel tu passes tous les jours, il y a un truc sympa, un concours, machin. Est-ce que tu aurais flashé le QR code ? Non, tu le fais pas, non, point, tu le fais pas. Et là, tu l'as appris qu'il fallait pas le faire. Et c'est très créatif, c'est assez ludique, et je pense que ça fait bien passer le message.
Nous, on avait fait une offre comme ça il y a quelques années, ça s'appelait Madame Irma. Et donc, les collaborateurs s'inscrivaient pour avoir une séance avec une diseuse de bonne aventure. Et puis le lendemain matin, dans l'accueil de l'entreprise, ils rentraient sous une petite tente où il y avait un de nos informaticiens et qui, pendant la nuit, avait regardé tout ce qu'on trouvait sur la personne sur Internet, notamment, et sur les réseaux sociaux et compagnie, et puis alors, lui raconter toute sa vie. Et ça, c'était quand même une bonne sensibilisation pour faire attention que Internet n'oublie rien. Et il faut être vigilant sur ce qu'on publie. Alors, je vais prendre quelques questions à distance. Donc, on a Olivier qui demande, à l'instar des smartphones double SIM, à quand les box dual télétravail, usage privé? Réalité technique ou illusion de néophyte? Alors là, en tant que représentant d'Orange, je me sens un peu obligé de répondre. Non, je crois que les box sont déjà, le hardware est très sécurisé. Après, il y a deux possibilités. Soit vous rajoutez des instances de sécurité dans la box, soit vous la mettez en cœur de réseau. Donc aujourd'hui, la stratégie chez Orange, c'est plutôt de les mettre en cœur de réseau. C'est-à-dire que l'internaute va se connecter à sa box, à Internet, et là, si l'internaute l'accepte et s'il paye le service, on peut faire un travail de filtrage et de sécurisation de sa navigation. C'est une offre qui s'appelle Cyberfiltre et qui permet effectivement de faire ça. Et donc, ça peut être très bien payé par l'entreprise qui a ses télétravailleurs, qui a des télétravailleurs. Mais sinon, maintenant, il y a des offres qui sont proposées par beaucoup d'entreprises qui consistent, comme l'agent de l'EDR, et ben on met un agent de SSE, et là, votre ordinateur, il va utiliser effectivement Internet, mais il va aller se connecter dans un cloud qui va faire toute la sécurité. C'est intéressant. Finalement, ce n'est pas juste un rêve de néophyte. On y avait pensé chez nous, il y a plusieurs personnes qui avaient une box pour le côté perso, une box pro, effectivement, et qui ne mélangeaient pas. Parce que le risque est là aussi, c'est la convergence des réseaux et le fait que je suis sur ma box, mais il y a mes enfants qui sont aussi connectés au même réseau, qui vont... et finalement, la box est l'agrégateur. Et l'autre risque supplémentaire, moi, par exemple, j'ai un labo chez moi où je fais mes démonstrations technologiques, où j'utilise, je teste ce réseau-là, ce routeur additionnel. Il faut aussi qu'il soit sécurisé, parce que si ma box est extrêmement bien sécurisée, parce que c'est une box Orange avec un mot de passe long comme un jour sans pain, et puis plein de technologies justement pour s'assurer qu'on ne va pas venir se connecter si on n'a pas exactement les droits de se connecter. Si mon point d'accès supplémentaire suivant, lui, n'est pas protégé et que le mot de passe c'est 1, 2, 3, forcément, ça ne sert à rien. Les efforts qui ont été faits en amont ne servent à rien. Donc ça fait aussi partie des chartes et des concepts qu'il faut arriver à apprendre, à comprendre, parce que même quand j'utilise, gros problème aussi, quand on est chez soi, l'IT ne contrôle pas les périphériques, les accessoires que je vais utiliser. Si mon headset, si le casque sans fil que j'utilise n'a aucune protection, aucun filtrage, aucun cryptage, bon, c'est rare. Mais si lui-même est un élément vulnérable, ça devient d'autant plus facile d'attaquer mon poste au travers de cet accessoire qui n'est pas forcément fourni par l'IT. Donc là aussi, faisons la liste des dangers et des pratiques qu'on a chez soi qu'on n'aurait pas au bureau. Alors j'ai une autre question de Stéphane. Comment s'assurer que la personne qui est derrière le poste de travail est bien celle autorisée ou légitime sans tomber dans la surveillance non autorisée du salarié? Après, ça, il y a plein de méthodes. Il y a les authentifications multifacteurs, il y a un certain nombre de sujets. Après, c'est toujours la même chose qu'on va vouloir mettre derrière. Il y a eu beaucoup de dérives aussi à ces sujets-là, de savoir est-ce que les gens étaient bien derrière leur poste de travail, est-ce qu'ils sont bien, on leur a demandé d'être bien connectés à la messagerie de l'entreprise, voire la messagerie instantanée, voire des choses bien pires, où on a vu des petits logiciels qui venaient mesurer le taux de présence devant l'écran. Après, là-dessus aussi, c'est si l'entreprise met en place du télétravail, c'est qu'il y a une confiance aussi qui est accordée aux salariés, et cette confiance, elle doit être dans les deux sens, et en particulier dans le sens de l'entreprise qui dit à son salarié, voilà, oui, ton ordinateur, tu ne le prêtes pas à la personne, mais de la même façon que son badge qu'on a avec son nom et sa photo, on ne le prête pas à son voisin qui ne peut pas rentrer dans l'entreprise.
Alors ça, c'est marrant. J'ai appris qu'il y a un nouveau type d'attaque. Vous savez, il y a une attaque qui est très commune, c'est la fraude au président. Donc, quelqu'un se fait passer pour le président de l'entreprise et demande un virement sur un compte. Donc maintenant, les trésoriers, les assistantes sont assez sensibles à ça. Et donc, peuvent demander, plutôt que par téléphone, on va faire un Teams ou un Zoom avec le président, ce qui nous permettra de véritablement le voir. Deepfake. Mais, exactement, maintenant vous avez des deepfakes qui, en temps réel, plaquent le visage que vous souhaitez sur votre propre visage. Et j'ai appris comment contourner ça. Enfin, pour vérifier qu'effectivement, ce n'est pas un deepfake, il faut bouger très vite la tête. Ah. Donc il faut demander à son président de bouger très vite la tête. Bon, voilà Stéphane, c'est possible. Ça vient pas bien. De façon assez amusante, plus il y a de deepfakes, plus il y a aussi de technologies qui permettent d'analyser et de dénoncer les deepfakes. Et Intel a sorti aussi un algorithme justement exprès pour arriver à déterminer qu'une vidéo était légitime ou que c'était un deepfake. Donc, bon, il y a une course à nouveau où on va aller toujours plus loin dans l'usurpation d'identité et puis toujours plus loin dans la vérification de la non-usurpation d'identité. Mais effectivement, je me vois mal dire à mon président, faut bouger comme ça. Sinon, je ne vous crois pas. Alors, on arrive à la fin de cette émission, mais je voulais poser une question un peu plus ouverte par rapport au télétravail. Quand on parle de télétravail, ça veut aussi dire qu'on peut travailler à distance, mais ça veut aussi dire que nos collaborateurs ne sont pas obligés d'être dans le même pays dans lequel on est. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, au vu du fait qu'on n'arrête pas de répéter dans l'écosystème de la cyber qu'on est en manque de profils, est-ce que c'est une opportunité justement de pouvoir récupérer des profils talentueux ou est-ce que c'est un risque ? Moi, je pense que c'est effectivement, comme toujours, les deux. C'est une opportunité d'avoir des talents complémentaires qu'on ne trouverait pas dans son pays d'origine. Mais c'est aussi un risque parce que le télétravailleur, je ne sais pas, à l'autre bout du monde, il n'est pas sous le même système légal, il n'est pas sous le même système social. Donc voilà, il faut faire confiance. La cybersécurité, c'est avant tout une notion de confiance, et la confiance, elle vient avec la proximité. Si cette proximité, elle est remise en cause par le télétravail, il faut prendre des mesures complémentaires pour retrouver cette confiance. Et les mesures complémentaires, c'est l'enrôlement des personnes, c'est leur vérification, c'est tous les dispositifs techniques dont on a parlé. Mais voilà, se priver de compétences qu'on n'aurait pas en France pour des raisons de cybersécurité. Et là, je parle sur le cas général. Bien sûr, quand c'est des sujets très très sensibles, on évite de faire ça. Mais se priver de ces compétences additionnelles, ça serait, je pense, dommage. Surtout pour les multinationales qui, elles, ont besoin d'une couverture mondiale. Ah oui, un tout petit bémol. Si c'est une multinationale, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Sur un spécialiste cybersécurité qui n'appartiendrait pas du tout à la culture du pays ciblé, là, à mon avis, c'est une faute parce que un spécialiste cybersécurité sera d'autant plus efficace qu'il comprendra le facteur humain. Et s'il est d'une culture complètement différente, il aura peut-être du mal à savoir pourquoi les employés se sont comportés comme ça, pourquoi il y a eu un risque accru sur telle demande ou sur telle vulnérabilité exploitée. Donc c'est le seul petit bémol. Sinon, effectivement, le télétravail, y compris avec des gens situés à l'étranger, peut apporter des grandes valeurs, des grandes compétences à l'entreprise, bien sûr. Moi, j'aurais aussi mis en avant aussi peut-être la concurrence que cela va amener, parce que forcément, si on a un collaborateur qui est dans un pays où le salaire n'est pas le même que celui qu'on a aujourd'hui en France, il va être peut-être plus enclin à prendre des collaborateurs dans ces pays-là, et donc on aura peut-être un poids vers le bas des salaires en cybersécurité en France. Oui, on peut le voir aussi positivement, ça permettra de faire aussi des offres qui sont plus accessibles, notamment pour les petites entreprises. Ah, effectivement. Et moi, ce que je dirais surtout sur ces sujets-là, c'est que le problématique de la cybersécurité là-dessus, on revient toujours sur la même question, c'est où est la donnée? Et est-ce que j'ai le droit de l'amener dans les différents endroits où je veux l'amener? Mon salarié, il est plus sur mon territoire national, donc je vais l'avoir potentiellement sur... Alors, il y a la première question, le premier rempart, on va dire l'Europe, puis après, le reste du monde, pour parler de nos sujets à nous, mais on peut voir dans différents sujets. C'est en fait la valeur d'une entreprise aujourd'hui, c'est la donnée qu'elle manipule, qu'elle transforme, qu'elle fait fructifier.
Est-ce que cette donnée, je peux, de la même façon que je peux la confier à mon salarié quand il est à la maison, est-ce que maintenant, si cette maison, elle est plus dans une proximité, on va dire, géographique et étatique, est-ce que je peux toujours transférer cette donnée? Pour moi, c'est déjà cette question qu'il faut répondre de façon globale, avant même d'être capable de dire est-ce qu'on va se priver ou est-ce qu'on va avoir des talents qui sont partout. Bien évidemment, le sujet là-dessus, c'est aujourd'hui, on est dans une économie qui est mondialisée, donc se priver de talent, ça peut être compliqué. Il y a plein de questions. Est-ce qu'on peut faire des offres qui sont financièrement bien plus intéressantes? Est-ce qu'on a des sujets? Mais la question fondamentale, c'est quelle est l'information que ces gens vont manipuler? Et est-ce que cette information, j'ai le droit de l'amener là où elle va être manipulée? Mais on a les mêmes questions quand on se posait la question de l'externalisation, potentiellement, ou d'envoyer des centres de compétences dans différents pays pour faire de l'offshoring ou du nearshoring. Parfait. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Je remercie également le public. On me dit que vous étiez très nombreux à distance. Malheureusement, on n'a pas pu prendre tous vos commentaires et vos questions. Donc ce soir, on était en partenariat avec Intel vPro, qui vous met d'ailleurs à disposition un livre blanc pour aller un petit peu plus loin sur cette thématique. Pour ceux qui n'ont pas coché la case, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour qu'on puisse vous l'envoyer. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochaine émission. Et merci encore à nos experts. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.